Au Soudan, c'est ce dimanche soir que les discussions entre le Conseil militaire au pouvoir et les leaders de la contestation doivent reprendre après une pause de 72 heures. On en parle dans cette édition. Au Niger, le général Salou Djibo a-t-il des ambitions présidentielles pour 2021 ? Y a-t-il un pacte secret avec l'actuel président Issoufou Mahamadou pour un retour de l'ascenseur ? La question alimente beaucoup les débats à Niamey. Et puis à Madagascar, à moins de 2 semaines des législatives, plus de la moitié des députés à l'Assemblée nationale est soupçonnée d'avoir touché des pots de vin. Leurs noms ont été transmis au parquet dans le cadre d'une lutte anticorruption. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Soudan, c'est ce dimanche soir que les discussions entre le Conseil militaire au pouvoir et les leaders de la contestation doivent reprendre après une pause de 72 heures. Mais avant cette reprise, les leaders de la contestation se sont dit déterminés à ce qu'un civil dirige le futur Conseil souverain, institution clé dans la transition dont la composition sera au cœur des négociations. La reprise des négociations entre le Conseil militaire au pouvoir au Soudan et les leaders de la contestation est prévue ce dimanche à 19h GMT. Les discussions devraient se focaliser sur la répartition entre armée et contestation des sièges du Conseil souverain ainsi que sur son futur chef. Le dialogue reprend donc après une pause de 72 heures. En effet, l'armée avait suspendu mercredi soir le dialogue avec les meneurs de la contestation en réclamant que soient levées les barricades installées à Khartoum. Des manifestants ont démantelé vendredi les barricades, menaçant de les rétablir si les négociations ne reprenaient pas. Quelques heures avant la reprise des négociations, les leaders de la contestation se sont dit déterminés à ce qu'un civil dirige le futur Conseil souverain, institution clé de la transition. Militaires et protestataires s'étaient déjà entendus sur plusieurs points avant la suspension des négociations, notamment la durée de la période de transition et la création d'un parlement composé de 300 personnes, dont les 2 tiers seraient issus du camp des leaders de la contestation. La reprise des négociations s'annonce toutefois dans un contexte tendu, au lendemain d'une manifestation d'islamistes qui a rassemblé devant le palais présidentiel des centaines de personnes. Ceux-ci ont rejeté toute future administration civile qui n'utiliserait pas la charia, la loi islamique, comme la source de la législation. Au Niger, le général Salou Djibo, chef de la transition militaire de 2010 à 2011, a été mis à la retraite d'office et radié des rangs de l'armée. Il a lui-même formulé la demande à la hiérarchie militaire de son pays, une demande qui intervient à 2 ans des élections présidentielles de 2021, ce qui ravive la polémique autour de ses ambitions présidentielles et un certain pacte secret avec l'actuel président Issoufou Mahamadou pour un retour de l'ascenseur. Abdul Karim Mahamadou. Tombeur du président Mamadou Tanja en février 2010, le général de corps d'armée Salou Djibo, commandant à l'époque, aurait-il des ambitions présidentielles ? C'est la question qui alimente les débats et la polémique au sein de l'opinion publique nigérienne. Le général a en effet demandé à la hiérarchie militaire de le mettre en retraite d'office sans avancer une quelconque raison. Une décision qui relance les débats sur un prétendu accord secret pour un retour de l'ascenseur signé entre lui et son successeur, l'actuel président de la République Issoufou Mahamadou, que le général aurait aidé à accéder à la magistrature suprême. Accord révélé pour la première fois par le chef de file de l'opposition en exil, Hama Amadou. Pour les partisans de ce dernier, l'histoire lui donne raison. Politiquement, quand Mahama parle, il sait de quoi il parle. Hama l'a dit et nous avons cru que cette deal-là existe bel et bien entre le général Salou et Issoufou Mahamadou. Sinon, comment comprendre un jeune général avec toutes ses étoiles, qu'un beau matin demande sa mise à la retraite s'il n'a pas d'autres ambitions. Il a d'autres ambitions parce que vous connaissez très bien que le PNDS Taraya est passé maître dans le copiage. La même chose qui s'était déroulée au Mali il y a quelques années avec Adama de Alpha Condé, c'est ce qui est en train de se répéter au Niger. C'est le retour de l'assesseur.
Lorsque Mamadou a révélé pour la première fois le deal, l'affaire a fait grand bruit et fait le chou gras de la presse nigérienne, ce qui a suscité une levée de boucliers, aussi bien des partisans du général Salou Djibo et du président Issoufou Mamadou et son parti, qui avaient balayé d'un revers de la main les allégations du chef de file de l'opposition. Mais le bi-hebdomadaire L'événement a investigué. Pour Aksar Moussa, le directeur de publication du journal, les choses se précisent. Beaucoup de nos sources, nous avons enquêté là-dessus, plusieurs sources font état que c'est le général Salou risque de se présenter à l'élection présidentielle de 2021. Et on peut aussi dire que quels sont les champs de Salou. Il va pas. On sait qu'il a beaucoup épaulé l'actuel président de la République pour qu'il accède au pouvoir. Le parti au pouvoir lui est redevable, il faut le dire clairement. Ce qui est sûr, le général Salou ne va pas à la retraite pour aller être derrière, aller cultiver son champ. Il va certainement se lancer dans la politique parce qu'il a eu l'aval, on peut le dire, de quelques-uns de ses amis politiques qu'il a eu à épauler. Si les ambitions du général se concrétisent et l'accord secret confirmé, cela risque de chambouler la carte politique du Niger et tous les pronostics, alors que le parti du président Issoufou Mahamadou a déjà investi son candidat. Il s'agit de Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur et président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Madagascar se prépare à tenir dans moins de 2 semaines des élections législatives. Dans ce contexte, plus de la moitié des députés de l'Assemblée nationale sont soupçonnés d'avoir touché des pots de vin. Leurs noms ont été transmis par le bureau malgache chargé de la lutte anticorruption au parquet. Les détails. 79 députés malgaches sont concernés par cette affaire. Leur dossier a été transmis au pôle anticorruption en début de cette semaine. Ce, après 1 an d'enquête et d'instruction. L'étape suivante sera d'entamer la phase de poursuite des accusés. Le parquet doit désormais l'examiner et se prononcer sur l'inculpation de tout ou partie des élus mis en cause. En effet, l'affaire avait éclaté en 2018 après le dépôt par des députés fidèles au président de l'époque, Harry, de projets de loi visant à réformer la loi électorale, quelques mois seulement avant le scrutin présidentiel. Ces textes avaient suscité l'ire de 2 ex-présidents, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, qui avaient accusé le chef de l'État de vouloir modifier les règles du jeu en sa faveur. L'opposition avait accusé des députés d'avoir reçu chacun 12 500 € en échange de leur promesse de voter les textes. C'était lors d'une réunion secrète dans un grand hôtel de la banlieue de la capitale, Antananarive. Le bureau malgache, chargé de la lutte anticorruption, Bianco, avait ensuite ouvert une enquête sur ces allégations visant les 79 députés qui ont approuvé la réforme électorale. Si ces élus, tous issus de la mouvance de Harry, sont inculpés puis jugés, ils risquent des peines de 2 à 5 ans de prison pour avoir perçu des rémunérations injustifiées dans l'exercice de leurs fonctions. Seule une poignée d'entre eux brille un nouveau mandat parlementaire aux élections du 27 mai. Rappelons que le président Harry avait été battu dès le premier tour de l'élection présidentielle organisée fin 2018 et remportée par Rajoelina devant Ravalomanana. Le Malawi continue de panser les séquelles du passage du cyclone Idai. Selon le département de la gestion des catastrophes, le pays a encore besoin de plus de 347 millions de dollars pour reconstruire ses infrastructures. Ces dernières avaient été en effet détruites par les inondations causées par le passage du cyclone. 2 mois après le passage du cyclone Idai, le Malawi peine à faire face aux besoins de ses sinistrés. Nous n'avons pas de ressources et nous devons compter sur les donateurs, a indiqué Wilson Moleni, secrétaire principal du département de la gestion des catastrophes. Selon ses estimations, les besoins actuels se chiffrent à plus de 347 millions de dollars, essentiellement destinés à reconstruire les infrastructures détruites par les inondations. Inondations survenues en mars dernier après des pluies torrentielles alors que le pays avait été touché par le cyclone Idai. Ce dernier, avec des vents répertoriés à plus de 200 km/h, a entraîné la destruction de plusieurs bâtiments, routes, infrastructures et terrains agricoles. Un programme de réaction gouvernementale aux intempéries a été mis en place pour faire face aux dégâts,
mais ils souffrent d'un manque de financement pour répondre efficacement aux besoins des populations sinistrées. La semaine dernière, un déficit de plus de 19 millions de dollars avait été annoncé par le département de la gestion des catastrophes. Véritable casse-tête, les zoonoses sont à la base de nombre d'épidémies qui emportent des centaines d'Africains par an. Les crises sanitaires répétitives amènent les professionnels du secteur de la santé à réfléchir aux voies et moyens pour pallier à ces problèmes. Dans ce cadre, s'est tenu à Cotonou au Bénin un atelier sur le concept « Une seule santé ». La flambée d'épidémies diverses accable les populations de nombre de pays africains avec d'énormes pertes en vies humaines. La plupart de ces maladies, Ebola, Lassa, grippe aviaire, entre autres, proviennent des animaux partageant le même environnement que l'homme. Les études scientifiques ont montré qu'environ 75% des nouvelles maladies infectieuses qui ont affecté l'homme au cours des 10 dernières années ont eu leur source dans le monde animal. Aujourd'hui, donc, plus que jamais, les arguments qui militent pour le renforcement des systèmes de santé visant à contrer les menaces émergentes n'ont été aussi convaincants. Il est reconnu que cibler le risque à la source, c'est-à-dire dans la population animale, constitue une stratégie vitale pour préserver la planète des risques liés aux zoonoses émergentes, aux zoonoses négligées et à la résistance aux antimicrobiens. Les autorités à divers niveaux conçoivent entre autres des outils pour une maîtrise des crises sanitaires qui imposent une parfaite conjugaison de la santé humaine et animale. L'OMS et l'OIE considèrent qu'au niveau des pays, l'utilisation conjointe de l'outil de suivi et d'évaluation du règlement sanitaire international et des performances des services vétérinaires permet un meilleur alignement des approches de renforcement des capacités et des stratégies entre les secteurs de la santé humaine et animale. Les ateliers nationaux One Health permettent donc aux pays d'explorer le processus de l'OIE et du RSI, puis de développer des passerelles facilitant leur coordination. La lutte contre ces maladies n'incombe plus à un seul secteur. Les différents épisodes de maladies à potentiel épidémique qui secouent l'Afrique montrent à chaque fois la faiblesse du système de santé de nos pays. La santé étant un bien commun, pour faire face aux défis de la gestion des urgences de santé, il est opportun d'impliquer toutes les parties intéressées au niveau national afin d'être mieux préparés pour endiguer le plus efficacement possible les flambées de maladies. Les 3 jours ont servi aux acteurs pour réfléchir et adopter des mesures pour répondre aux diverses zoonoses. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.